Les ostéopathes européens voyagent à la source de l'ostéopathie. Nous voulons vous relater ici deux voyages qui ont été effectués en 1992 et 1997 au Kirksville College of Osteopathic Medicine dans le Missouri aux États-Unis. Donc ce collège, cette université a été à la fondation de l'enseignement de l'ostéopathie et nous avons été heureux d'avoir été invités comme ostéopathes européens lors du centenaire du 8 au 11 octobre 1992 par le président Fred Tinning. C'était la première fois à ma connaissance donc, que le président de ce collège faisait part aux Européens de cet événement, puisque jusqu'alors l'ostéopathie s'était beaucoup développée aux États-Unis et les ostéopathes américains n'étaient pas très au fait de ce qui se passait en Europe. En France, pendant ce temps-là, en 1981, le registre des ostéopathes de France avait été fondé par Robert Perronneau-Ferré comme fondateur et premier président. Et Robert Perronneau-Ferré nous avait encouragés en nous disant « Il faut retourner à la source, s'en abreuver, en donner aux autres, à ceux qui nous suivent, comme Andrew Taylor Still l'a fait. » Nous avions l'aval également du président de l'Académie d'ostéopathie crânienne, Gérard Montet, avec qui nous travaillions à la traduction du Cranial Ball, du premier livre de William Garner Sutherland sur l'ostéopathie crânienne, et non sans mal. Donc, pour ce voyage, nous accompagnait le représentant des ostéopathes belges, Christian de Brabander, le président du registre des ostéopathes italiens, Pasquale D'Antonio, Françoise Amiguet, qui représentait l'association suisse des ostéopathes, et Serge Majal, président du registre des ostéopathes de France. Nous voilà les participants à ce voyage, avec le président Fred Tinning et son épouse, Gérard Montet. On aperçoit le professeur William Kuchera, qui dirigeait le département d'études manuelles, et son fils Michael, qui allait lui prendre la suite, et les autres, Serge Majal, les autres participants. Donc voilà les participants à ce premier voyage. La traduction était assurée par Laurence Deora et moi-même. Nous avons fait au début un arrêt évidemment au pied de la statue de Steele qui se trouve sur la place municipale de Kirksville et nous étions pas peu fiers de poser au pied de la statue de ce monument qui, ce village de Kirksville transpire l'ostéopathie. Nous sommes allés également à la maison familiale de la famille Steele, tout le monde se souvient de cette vidéo où on voit Andrew Taylor Still en train de manipuler une épaule et un bloc donc de charnière scapulaire sur le balcon de sa maison. Donc maintenant, c'est devenu l'Atlas Club, un lieu de rencontre des étudiants. En rentrant dans le collège, nous avons pu voir la cabine de naissance où est né Andrew Taylor Still. Donc en Virginie, cette maison, elle a fait un voyage de 1000 km, démonté pièce par pièce et remonté dans le hall de l'université. À droite ici, on peut voir aussi la première classe d'ostéopathie en 1892 et vous allez voir comment ça a évolué. Tout au début, c'était surtout les enfants d'Andrew Taylor Still qui étaient étudiants. Et voilà maintenant donc l'entrée de ce campus universitaire donc renommé et où nous étions fiers d'arriver. Parmi l'excellence de cette université, la recherche est l'endroit où il y a le plus de développement autour de l'evidence-based practice, mais en même temps avec une ouverture vers la globalité telle qu'on l'entend au niveau de l'être humain. Aujourd'hui, c'est Brian Dagenhart qui est le directeur de ce centre de recherche et un des correspondants en France actuels est Raphaël Zegara-Parodi. Ils sont mis notamment en place Deo TouchNet qui est un grand réseau pour essayer de rassembler toutes les informations concernant nos approches cliniques. Et j'encourage tout le monde à aller dans ce sens, à développer ça. Quand on va au berceau de l'ostéopathie, on doit se familiariser avec la famille Still, donc avec
Andrew Taylor, qui était au sein d'une nombreuse famille de pionniers, de pasteurs, de médecins. Et donc on voit donc la filiation, les enfants d'Andrew Taylor qui ont été notamment blanches. Donc on a eu l'occasion d'être accueillis par Madame McLaughlin, donc l'épouse donc de George Laughlin, qui avait dirigé l'école et qui s'occupait de la bibliothèque. Et nous avons pu voir des trésors de livres à la bibliothèque grâce à Madame McLaughlin. Et en 1997, on verra tout à l'heure que c'est la filiation d'Harry Steele que l'on va rencontrer avec Richard. Donc, nous avons pu nous imprégner de l'atmosphère américaine, ici avec Lionel Issartel, qui avait écrit le premier livre d'ostéopathie en 84, l'ostéopathie exactement, Serge Majal, le président, Manuela Ranjard, qui travaille avec moi, et François Loiseleur, qui allait ouvrir une école d'ostéopathie à Toulouse. Pendant tel que ça se fait aux États-Unis, donc il y avait une parade pour ce centenaire où on devait défiler dans toutes les rues de la ville. Et donc pour l'occasion, nous avions réalisé une bannière des ostéopathes européens, donc avec en marquant qu'on venait de Belgique, de France, de Suisse, d'Italie, et nous étions pas plus fiers avec Lionel de poser devant la statue de Steele avec cette bannière, puis de déambuler dans les rues de Kirksville avec cette bannière, alors qu'il y avait d'autres chars qui célébraient les 100 ans de l'éducation médicale ostéopathique. Au cours de ces journées, il y avait exactement aussi la course du centenaire, et donc on voit Annie-France Guédier, François Loiseleur, donc et moi-même qui avions participé à cette course. Moi, j'étais pas bien entraîné, et je me souviens que François était déjà douché, rhabillé lorsqu'il était venu m'encourager pour terminer la course. Pendant ce temps-là, d'autres, voilà, étaient aussi dans les salons. Et le soir du gala de ce centenaire, j'avais l'opportunité d'être assis à côté de M. Barber, qui venait d'être honoré pour avoir 50 ans de DO. Il avait été diplômé en 1932. Et M. Barber nous disait « Vous voyez ces mains, touchez-les. Elles ont permis à nombre de patients souffrant de crise d'appendicite de ne pas devoir recourir au couteau d'un chirurgien. La génération actuelle de DO américains est perdue. En Europe, continuez à approfondir l'apprentissage de la médecine manuelle. » Effectivement, nous avions entendu déjà Jim Gelus aussi dire que l'ostéopathie était perdue, et on verra plus tard que Steve Paulus, un autre ostéopathe américain, est venu nous en parler aussi. Et à la fin du repas, il s'approche de moi, il me dit « Mais montrez-moi vos mains ». Et il me touche mes mains, elle me dit « Ah, ça va, elles sont douces et sensibles, donc continuez, ça prouve que vous travaillez bien avec vos mains. » Mais finalement, il me dit « Traitez-vous avec vos mains certaines crises d'appendicite ?» Et donc je lui ai dit que j'étais bien trop timide pour oser traiter des crises d'appendicite. Et il m'a expliqué que lui, il était chirurgien également, et que donc, quelquefois, au lieu d'utiliser un scalpel et un bistouri, donc l'ostéopathie pouvait faire vraiment des grandes choses. Et je me suis dit qu'on avait encore du chemin à faire en rentrant en France. Mais la puissance de ce souffle de l'ostéopathie nous habitait toujours, et en 1996, à l'initiative de Jean-Pierre Barral, 64 ostéopathes français fondent l'Académie d'ostéopathie pour essayer de trouver les sources, de traduire les textes, de faire de la recherche et de comprendre, voilà, la base de cet art et de cette philosophie qu'est la science de l'ostéopathie. Donc la puissance du souffle de l'ostéopathie nous habitait toujours, et en 1997, quand on a vu qu'il y avait à nouveau un Founders Day, le jour du fondateur, sous l'égide de la toute nouvelle Académie d'ostéopathie, avec les ostéopathes intervenant dans les associations enfants handicapés espoirs ostéopathiques, un groupe d'ostéopathes français est reparti pour Kirksville. François Laurent, premier président de l'Académie d'ostéopathie, nous accompagnait
été et encouragé dans ce projet. Voilà les participants de ce second voyage autour du nouveau président de cette université, le monsieur James McGovern, avec François Laurent à côté, Pierre Tricot et les autres participants, Claudine Ageron, voilà, et voilà, qui étaient là derrière. Donc voilà les participants à ce second voyage à l'université de Kirksville. Comme il se doit, nous avons fait une pause sur la place du village aussi, fiers de poser donc devant la statue du fondateur. Nous sommes aussi arrêtés à ce carrefour de la rue de l'ostéopathie qui croise la rue du Missouri, en nous disant que maintenant l'ostéopathie était un entrecroisement aussi jusque en France et que voilà, on se sentait investi de cette mission de faire quelque chose de tout ça. Nous sommes aussi allés nous recueillir sur le tombeau de la famille Steele. Peut-être pouvez-vous percevoir, voilà, juste en respirant, en vous imprégnant de cette non-localité, de nous retrouver dans ce moment, cet instant, dans la campagne, et nous étions très émus de percevoir ce silence autour du tombeau de la famille Steele. Et à ce moment-là, un aigle a tournoyé au-dessus du groupe en silence, puis s'est arrêté. Stillness dynamique. Pierre Tricot, dans l'environnement naturel avec les arbres, avec la nature, les oiseaux, dans l'environnement naturel du tombeau de Steele et de cette présence qui n'est pas que dans la matière, mais dans le mouvement et l'esprit que nous voulons continuer. Je me demandais en voyant cette photo aussi ce que Pierre avait pu penser de tout ce qu'avait rassemblé le musée de cette université autour des éléments qui appartenaient à la famille de William Garner Sutherland. Durant ce voyage, nous avions proposé 3 conférenciers de renom pour montrer ce qui se passait avec l'ostéopathie en France. Claudine Ageron-Marc, Pierre Tricot, François Laurent. Claudine, d'abord, a présenté l'ostéopathie en gynécologie. Elle venait de publier un livre sur l'ostéopathie en gynécologie. Et donc, les professeurs de l'université écoutaient tout ce que Claudine avait à apporter de son expérience autour de la grossesse, de la naissance et de la santé des femmes. Puis Pierre Tricot a présenté son approche tissulaire de l'ostéopathie en faisant percevoir sur des ballons, donc on voit les cadres de l'université appliqués à suivre les directives de Pierre. On aperçoit Jean-Hervé Française derrière, Animour Youssef. Puis François Laurent a parlé de ses recherches autour des tissus humains et du développement embryonnaire. Personnellement, j'ai été heureux de pouvoir rencontrer William Johnson, qui nous a présenté les techniques fonctionnelles, et donc j'encourage tout le monde à lire le travail qu'a fait William Johnson autour des techniques fonctionnelles, qui est toujours remarquablement d'actualité. Nous avons pu assister aussi à une présentation par Hélène Di Giovanna du strain counter strain, du repositionnement, donc dans ces techniques-là. Puis nous avons rencontré Richard Van Burskik qui présentait la technique de Andrew Taylor Steele. Nous étions tous curieux et on voit André Alain là derrière bien présent pour savoir quelle était la technique de Andrew Taylor Steele. Enfin, nous avons eu une rencontre vraiment intéressante, en reprenant la généalogie de la famille Steele. Donc je vous ai dit Richard Steele, troisième du nom, qui était un descendant de Harry Steele, et lui-même fils de Andrew Taylor. Donc Richard Steele nous a reçus
vraiment très, très gentiment. Il nous a expliqué donc qu'il avait grandi dans un hôpital psychiatrique, hein, comme ostéopathe, et que sa façon de pratiquer, c'était des thérapies manuelles avec le patient assis et le praticien qui était debout ou assis derrière le patient, puisque c'est du patient qui voulait apprendre. Et il nous a proposé donc de nous montrer l'essence de sa pratique. Il avait 66 ans alors et il était au sommet de son art. En même temps, il nous a montré une lettre que le docteur Hazard avait écrite à Andrew Taylor Still. Donc, vous voyez ici les deux éléments de cette lettre. Et voilà une traduction. Donc, c'est une lettre du 25 novembre 1903. Mon cher ami, je suis heureux d'avoir de vos nouvelles ainsi que de Harry. Vous me manquez tous les deux. Harry me manque tout le temps. Il est depuis 5 ou 6 ans le plus vieil ostéopathe sur Terre, excepté moi. Il a été mon assistant. J'ai passé de nombreux mois à exercer chaque jour Harry pour qu'il soit une aide compétente. Je l'ai mis au conseil de direction, puis à la tête de ce conseil. Quand j'étais absent, c'est lui qui diagnostiquait et traitait les patients, et je savais que tout irait bien entre ses mains. Avec tout le bagage en anatomie, physiologie et la pratique qu'il a acquis entre 1888 et 1903, il est certainement le meilleur parmi les praticiens pour diagnostiquer et traiter efficacement toutes les maladies climatiques de ce pays. Avec toute mon affection pour vous et les vôtres, et il avait signé à A.T. Still, qui découvrit l'ostéopathie en 1874. Au dos de la lettre, il écrit « Renvoyez-le-moi à la maison ou à moi. J'en ai besoin si vous n'en avez plus besoin. » Voilà le dos de la lettre avec la signature. Et donc, Harry était le grand-père l'arrière-grand-père de Richard, qui était avec nous et qui partageait donc sa pratique de 40 ans au moins. Donc Richard nous disait le principal souci de Andrew Taylor Still était de mettre en place une philosophie et les principes de l'ostéopathie. Plutôt qu'enseigner des techniques, il voulait mettre en place une nouvelle proposition pour la médecine. Et on voit sur cette photo donc, qui a été reproduite par Karen Still, qui enseigne la technique de Richard Still maintenant et que je vous encourage à aller voir. Donc il nous avait la lettre que nous avions écrite à Richard Still quand nous lui avions envoyé le premier exemplaire de l'autobiographie que Pierre Tricot venait de traduire. Et voilà la réponse de Richard Still qui nous disait voilà, qu'on allait continuer à développer donc la base et de marcher dans in the footsteps of Dr. Still et de continuer à marcher sur les traces de Still. Richard Still nous disait « C'est pas dans les livres qu'on apprend, c'est en regardant d'autres travailler. » Et là, on voit sur cette image les mains de Karen Still et les mains de Richard Still. Il nous disait « Posez vos mains sur les miennes, là vous allez apprendre. » Et donc, vous voyez, autour de sa vieille table de traitement, comme ça, nous étions tous heureux de pouvoir apprendre de lui. Là, on le voit en train de traiter Hélène. Il nous disait « Ne pas se méprendre sur mes techniques. On peut avoir l'impression que je travaille sur les tissus mous, mais mon intention est de travailler sur les articulations. On peut traiter à ce niveau sans utiliser des techniques dures, surtout si le patient est détendu. » Ici, posant les mains sur Claudine, ayez une approche globale. Quand je travaillais en hôpital psychiatrique, certains ne traitaient qu'en crânien, mais ils n'avaient pas de très bons résultats, il nous disait. Pour moi, lorsque vous marchez sur la queue d'un chat, c'est avec la bouche qu'il crie, mais il vaut mieux enlever le pied sur la queue. Il parlait avec beaucoup d'humour, sans arrêt, et quelquefois un humour un peu difficile, mais très humoristique. Ici, donc sur les
posant les mains sur la base de la tête de Marie-Odile qui trouvait que certaines manipulations de certains enseignants du collège étaient rudes, il lui avait dit « Voilà, venez sous mes mains ». Et à la fin du traitement, si vous voulez faire quelque chose pour me remercier, quand nous lui proposions de le remercier, il nous a dit « Devenez ostéopathe ». Ainsi, voilà, m'habite toujours ce souci de devenir ostéopathe, d'être sur le chemin de l'os. Je pense que nous sommes des ostéopathes en reprenant donc un anglicisme, pathless, c'est-à-dire sur un chemin qui n'est pas encore écrit. Le chemin se découvre en marchant et la réalité se dévoile au fur et à mesure que nous avançons. À la fin du traitement, pour me remercier d'avoir traduit, les participants m'ont offert une belle paire de chaussettes avec des os dessinés sur les chaussettes et j'ai eu droit à un traitement par tous les participants avec les chaussettes. Les soirées étaient animées, nous ne restions pas à l'hôtel, nous avons expérimenté à l'hôtel, j'ai pas de photos ici, du travail d'ostéopathie dans l'eau, dans l'hôtel La Piscine, nous faisions de l'ostéopathie dans l'eau en traitant, donc en approche tissulaire les uns les autres. Puis le soir, là nous étions sur le riverboat, sur le Missouri, sur le Mississippi, le bateau Mark Twain, et vous pouvez apercevoir le batteur qui joue la même chose depuis 50 ans derrière, et autrement Monique Tina avec François Laurent, Claude Brunet, Jean-François Rémy, François Bell. Voilà, François Bell qui aussi dansait avec Anne Steele, donc la fille de Richard Steele, et donc la descendante de cette famille. Les souvenirs de ce voyage ont été publiés dans le journal Apostille numéro 2 d'octobre 1998, que l'on peut se procurer auprès de l'Académie d'ostéopathie. Et je souhaite faire voilà le sommaire de ce Apostille numéro 2. Mais je voudrais faire un rapprochement après, lorsque j'étais le 24 juin 2006, donc au symposium d'ostéopathie de l'école de Maidstone, dirigé par Renzo Molinari à l'époque, Steve Paulus, donc un médecin ostéopathe américain et historien, est venu à ce symposium avec un grand paquet. On ne savait pas ce qu'il y avait dans ce paquet. Il s'avère que c'était le bâton de marche de Steele, que vous avez vu plusieurs fois sur des photos. Sur le pommeau, il y avait marqué ATS. Et Steve a fait une conférence en expliquant que l'avenir de l'ostéopathie maintenant était en Europe, au vu de ce qu'il entendait et de ce qu'il voyait. Donc il me donnait dans les mains de Renzo ce bâton de Steele pour transmettre la tradition. Il disait, transmettre la tradition, c'est pas souffler sur les braises, c'est au contraire utiliser la lumière et la puissance, la force qui est présente pour continuer à développer l'ostéopathie dans le monde. Et donc je m'est revenu cette citation que j'ai retrouvée dans le livre de l'os sec à l'os vivant de John Lewis, qui est traduit en français maintenant, que disait Hugh Russell, un diplômé de 1906. Andrew Taylor Steele lui disait « Tu es un étudiant de l'université de l'infini. Dans la bibliothèque de cette université, il n'est qu'un seul livre, l'être humain. Étudie-le. » C'est ce que nous nous employons toujours à faire. Voilà quelques sources qui peuvent vous être utiles et je vous remercie de votre attention.